Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ce soir pour une autre. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une fois pour un autre direct. Alors, on va vérifier. Ça marche. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances, ou du moins de ceux qui en restent. Alors, normalement, tout est en ordre. Très bien. Donc ce soir, on va revenir à la lecture du livre de Marie-Joseph Chalvin, à savoir l'enseignement et l'analyse transactionnelle. Alors pour rappel, donc l'analyse transactionnelle est un outil qu'on utilise beaucoup en classe. C'est un outil qui a été inventé par le psychiatre Eric Berne. Euh, bon, je vous fais un petit rappel rapidement de quoi il s'agit exactement. Donc, le psychiatre canadien normalement, oui, et qui est né à Montréal, voilà, euh, il a conçu cette méthode qu'on appelle la méthode d'analyse transactionnelle. C'est comme un outil, c'est un outil thérapeutique qui permet, voilà, aux individus qui ont du mal à s'intégrer dans la société, à justement, à donc, il leur permet qui ont des difficultés à vivre dans la société, de s'intégrer, voilà, dans différents groupes sociaux, culturels. Justement, cet outil leur facilite cette intégration dans la société. Donc, et de retrouver un certain équilibre, une capacité, voilà, à réintégrer la société ou le milieu familial ainsi que le milieu professionnel. Sa méthode a évolué par la suite pour justement envahir d'autres secteurs tels que l'enseignement. Donc cet outil d'analyse transactionnelle, il est vraiment dédié aux enseignants qui veulent renouer voilà, avec la classe, avec on va dire leur travail, donc ils ont du mal à s'intégrer dans leur travail, donc ils ont du mal voilà, à interagir avec les apprenants qui souffrent on va dire, de beaucoup de conflits en classe avec les apprenants. Donc cet outil, donc l'analyse transactionnelle, justement, s'intéresse à cette relation entre l'élève et l'enseignant, ou si l'enseignant est ce collègue, hein. Ça ne se limite pas juste à cette relation élève-enseignant. Voilà, c'est une méthode basée sur le changement de comportement. Voilà. Donc, si par exemple il y a un problème en classe, le fait qu'on va changer, par exemple un problème avec un élève ou un groupe d'élèves ou une classe en particulier, d'après cet outil qu'on appelle l'analyse transactionnelle, voilà, on va essayer de travailler la communication, de travailler notre inconscient, voilà,
de travailler surtout notre langage, notre façon de communiquer avec les autres. Parce que ça tourne autour de ça tourne autour de trois axes. Le premier axe, c'est le comportement, notre comportement. Le deuxième axe, c'est notre intention, notre volonté à faire quelque chose. Et le troisième axe, c'est tout simplement notre vécu historique, ça veut dire notre inconscient donc ces trois éléments, ils sont liés, hein. Donc s'influence. Donc le fait justement de changer un certain comportement, voilà, en classe, ça va aboutir, voilà, à forcément un changement du côté des élèves. Donc si l'enseignant change de comportement, change sa manière de communiquer avec ses élèves, voilà, en partant de quelques notions on a parlé de ça la fois passée. Donc automatiquement, chez les élèves, il va y avoir une certaine adaptation face à ce changement de comportement chez l'enseignant et normalement c'est supposé régler beaucoup de problèmes. Donc ce qui est intéressant avec le manuel de Marie-Joseph, c'est qu'il propose des situations concrètes. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé justement d'en parler. Parce qu'il vous propose des situations, voilà, et il vous donne voilà, des explications et des orientations pour justement voilà, essayer de les appliquer en classe. Donc c'est plus qu'un livre, on va dire c'est un manuel pour l'enseignant, c'est un guide pour l'enseignant, voilà, pour essayer d'améliorer ses interactions, voilà, les échanges ou les interactions ou les transactions pour utiliser le terme de la psychanalyse, ou si vous voulez le terme de l'analyse transactionnelle, c'est cette transaction entre l'élève et l'enseignant. Donc c'est une méthode assez utile en classe à essayer. Donc peut-être que ça va régler l'un de vos problèmes. Et aujourd'hui justement, j'avais envie de m'intéresser à un cas, à une situation, celle où l'élève entre en classe en retard. C'est-à-dire le cours il a déjà commencé et hop, un quart d'heure après ou 10 minutes après, il y a un élève qui va rentrer en classe en retard. Donc on va voir quels sont les conseils donnés par ce manuel. Donc on va voir ce qu'ils ont dit, comment on peut gérer la situation et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai envie de voir un petit truc. Donc on est en direct comme d'habitude. Donc j'essaye de faire attention à ce qu'il n'y ait pas, voilà, un problème technique en cours de route. Je sais pas, ça sera normalement, ça sera pas un live trop long. Je sais pas après. Alors, une méthode de changement individuel. Donc, l'analyse transactionnelle est une méthode de changement individuel. Donc, on part du concept, dès qu'il y a un changement au niveau de la communication, au niveau de notre comportement vis-à-vis d'une personne, automatiquement, cette personne donc va justement s'adapter à notre nouveau comportement. Donc, c'est ça l'idée pour résumer un peu. On va lire 2 ou 3 pages par la suite, je sais pas, il y a d'autres éléments intéressants dans ce livre. Je pense que je vais prendre le temps de lire le manuel en intégralité pour justement
choisir vraiment les situations ou les informations qui vont nous intéresser ou qui vont être bénéfiques pour nous, quoi, à connaître et savoir surtout comment gérer ces situations conflictuelles, ces situations un peu délicates, voilà, où forcément tout le monde ne sait pas justement quoi faire dans dans tel ou tel contexte. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais aussi dire quelque chose d'autre. Bon, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Donc, c'est une méthode du changement. Et justement, donc, pour revenir à cette situation, donc, je pense que que tous les enseignants, voilà, souffrent de ce problème, des élèves qui vont venir en retard en classe. Et des fois, voilà, face à cette situation un peu répétitive, donc il y a beaucoup d'enseignants qui vont vite, justement, s'emporter et justement rentrer en confrontation avec l'élève. Et ça, c'est la pire des choses à faire. Voilà. Donc, l'analyse transactionnelle est une méthode égocentrée qui fonctionne avec un effet boomerang sur l'autre. Le changement provoque le changement. Donc voilà, donc l'analyse transactionnelle, c'est vraiment comme un boomerang. Voilà, vous changez de comportement, voilà, et hop, ça va revenir. Vous allez avoir comme conséquence un changement, une adaptation, aussi on peut dire ça, de l'autre par rapport à nous. En ce sens, l'analyse transactionnelle est une approche systémique. En effet, toute modification apportée à un comportement demande en retour une adaptation de l'autre. Donc systématiquement, à chaque fois que je change un comportement, que je change ma façon de communiquer, que je change, si vous voulez, les gestes que j'utilise en classe, les expressions ou les traits de mon visage, automatiquement, ça va forcer les élèves à s'adapter à ce nouveau comportement de ma part. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une méthode systémique. Donc systématiquement, dès que l'enseignant change sa méthode de travail en classe, les élèves vont essayer de s'adapter à ce changement. Donc c'est ça ce qui est écrit. Chaque individu vit dans un système construit, fait d'habitudes où les causes produisent généralement les mêmes effets. L'enseignant comme l'élève connaît pertinemment la réaction provoquée chez l'autre par un geste, une phrase, un échange. Si l'un des partenaires introduit une modification dans ce système de relations, l'autre ne peut plus agir comme avant et doit trouver une réponse qui convienne. Donc voilà à peu près, ça résume à peu près ce que je disais maintenant à propos du fait que quand on change notre comportement avec les élèves, automatiquement ils vont essayer de s'adapter à ce changement. Alors, le cours a déjà commencé. Depuis quelques minutes, quand la porte de la classe s'ouvre, un élève entre, un peu penaud. Le prof intervient manifestement irrité. Ah, te voilà. Tu es en retard ce matin, comme d'habitude. L'élève s'insurge et répond sur un ton agressif. C'est pas vrai. Ce n'est que la seconde fois. Pardon, j'ai sauté une ligne. Ah, te voilà. Donc, c'est l'enseignant qui parle ici. Ah, te voilà. Tu es en retard ce matin, comme d'habitude. L'élève s'insurge et répond sur un ton agressif. C'est pas vrai. Ce n'est pas la seconde fois dans le mois. Et en plus, je n'ai pas fait exprès. Donc ici, on vous dit par la suite qu'ils sont... Je résume un peu. Ensuite, par la suite, ils vont s'affronter. Donc l'élève, voilà, répond de manière agressive. Et, et, euh, et l'enseignant aussi.
Et là, c'est la bagarre. Donc, les élèves, généralement, ils s'emportent rapidement. Donc, il faut savoir éviter toute confrontation directe avec un élève en classe. Ça, c'est vraiment le conseil le plus important que je puisse vous donner. Donc, et c'est une méthode qui va aussi travailler sur, donc quand on parle d'analyse transactionnelle, on va aussi faire un travail sur notre personnalité, sur notre comportement, sur notre vision par rapport à l'élève. On a parlé de ce point la fois passée, on a dit que le fait de prendre conscience que les gens avec qui on parle, ils ont un vécu historique. Ils ont vécu des choses tout au long de leur vie qui ont forgé leur, on va dire, leur mentalité, qui ont forgé chez eux un certain comportement, une certaine attitude, voilà, avec leur monde ou le monde qui les entoure. Donc, il faut prendre en conscience tout cela. Donc, l'élève n'est pas une coquille vide, hein. C'est pas juste un gamin, voilà, qui vient ici, qui vient chez vous en classe pour faire des études. Non, c'est un ensemble, voilà, très très complexe d'informations dans lesquelles il faut justement essayer de démêler, voilà, toutes ces informations pour comprendre pourquoi cet élève a un certain comportement en classe qui fait que voilà, ce comportement soit problématique. Et si on partons de ce principe, que on va justement commencer à chercher des solutions au niveau de notre façon de communiquer avec eux, de notre façon à leur parler aussi, voilà, notre façon de globalement de communiquer avec eux, justement pour éviter toute, on va dire, confrontation avec eux en classe. Alors imaginons la même scène, avec une intervention plus sobre du prof, qui constate et interroge. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, l'enseignant, donc dans un autre contexte, répond autrement, de manière plus sobre, de manière plus calme. Il n'a pas grondé l'élève directement, il lui a posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, l'élève ne va pas s'emporter, il ne peut pas s'emporter. Donc sa réaction ne peut pas être agressive. Excusez-moi. Donc là, l'élève répond, excusez-moi, je vous expliquerai à la fin du cours. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple de la même situation où le prof a changé de comportement ou change de comportement. Au lieu directement de faire la remarque à l'élève d'une manière irritée ou d'une manière, on va dire, un peu nerveuse, voilà, il lui a posé une question. Pourquoi tu es venu en retard? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, l'élève ici ne peut pas s'emporter, voilà, face à cette question. Il va justement répondre à cette question. Et justement, comme ça, la confrontation est évitée. Voilà. Donc c'est ça en fait, l'analyse transactionnelle vraiment s'intéresse à notre façon de communiquer avec les autres. Donc s'intéresse à la communication, notre manière de communiquer avec notre entourage pour éviter justement, euh, voilà, éviter tout problème, on va dire, d'ordre professionnel ou... Alors, le même élève qui se montre agressif et violent au cours de la première intervention s'adapte au changement de ton et d'attitude de l'enseignant. Un élément a changé dans le système et les autres éléments bougent de sorte que l'équilibre détruit se stabilise à nouveau. Donc, ce déséquilibre qui a, qui a eu au niveau de la situation numéro 1, la première situation, donc a disparu, tout simplement,
parce que le changement de comportement de la part de l'enseignant a forcé l'élève à s'y adapter. Donc l'enseignant change de comportement, automatiquement l'élève doit changer de comportement aussi. Donc c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que c'est une méthode systémique. Un geste supprimé. Voilà. Surtout si je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui parlent avec qui ont une gestuelle assez active. Donc ils parlent beaucoup avec des gestes. Il y a des gestes qu'il faut éviter en classe. Il y a des gestes qu'il faut éviter avec les apprenants. Aussi, il y a certains mots, tout ce qui est violence verbale, pas, c'est pas pratique et d'ailleurs totalement déconseillé. Donc un geste supprimé, un mot éliminé, une phrase revue et corrigée sont capables de modifier une communication et de l'améliorer. C'est à ce travail que l'analyse transactionnelle nous incite. Donc vraiment l'analyse transactionnelle nous incite à travailler notre manière, voilà, notre façon, notre système communicatif, nos gestes aussi avec les autres pour que justement pour éviter tout conflit avec nos apprenants en classe. Et d'ailleurs, je vous ai dit, cette méthode elle peut s'appliquer à divers contextes professionnels ou voilà, formels ou informels. On peut recourir à cette méthode dans divers contextes, soit professionnel, familial, ça dépend. Et par la suite, on nous dit une expérience réussie avec un élève déclenche l'envie de continuer, d'essayer avec une classe, puis avec une autre. Et peu à peu, les petites mutations de notre système individuel provoquent un réajustement des relations à l'intérieur du système de la classe grâce au jeu d'interaction des transactions positives. Et voilà, on vous dit aussi que si on emploie cette méthode et qu'on réussit, ça va nous inciter à l'employer avec voilà, plusieurs classes. Donc si on utilise cette méthode et on voit qu'elle aboutit à de bons résultats avec un élève ou avec une classe, ça va nous inciter à la réutiliser. Ça va devenir en quelque sorte une addiction pour l'enseignant. Voilà. Donc ça va l'inciter à l'utiliser avec d'autres... parce que c'est ça en fait. Dès que l'enseignant, pas que l'enseignant, hein, pourquoi on parle justement d'être, comme il a dit ici, de transactions positives. Donc à chaque fois, justement qu'on réussisse des transactions positives, ça nous donne de la satisfaction. Ça nous fait sentir, voilà, ça nous fait du bien. Donc, et du coup, justement, l'être humain est toujours à la recherche justement de ces transactions positives parce que ça apporte une certaine satisfaction intérieure et ça nous incite justement à travailler encore plus pour justement réussir d'autres transactions futures avec les gens. Donc je rappelle, je tiens à préciser que le mot transaction ici, il faut le comprendre au sens large. Donc quand on dit les transactions, c'est les échanges avec les autres. Voilà, que ce soit des échanges formels ou informels. Alors l'analyse transactionnelle constitue donc une méthode de changement efficace pour tous ceux qui acceptent de regarder la vie avec réalisme. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faut regarder la vie d'un point de vue réaliste, tout simplement. En effet, elle donne des outils qui permettent de repérer
des pièges tendus dans notre vie professionnelle par les différents partenaires que l'on y côtoie. Même si elle n'est pas la solution magique à tous les problèmes, elle assure à ceux qui la pratiquent des satisfactions non négligeables. Elle permet de souffrir moins fort, moins souvent et moins longtemps. Et c'est pas faux. Moins fort, car l'analyse permet de mieux encaisser les transactions négatives quand on les subit sans pouvoir les éviter. Ayant appris à repérer ces mauvaises habitudes, chacun distancie mieux. Et c'est vrai. Donc en analyse transactionnelle, quand on ne réussit pas forcément une transaction avec les autres, ça ne va pas beaucoup nous affecter. Parce que voilà, ça va nous inciter encore à travailler notre communication avec les autres et à chercher justement où est-ce que ça bloque pour justement dépasser ce blocage avec les autres ou dans notre milieu socio-professionnel. Moins souvent, car l'analyse transactionnelle apprend à éviter et à stopper les mauvaises communications qui s'enclenchent. Et ça, on l'a vu avec l'exemple de l'élève qui arrive en retard en classe. Donc, ça nous permet justement de stopper, de bloquer les mauvaises communications qui s'enclenchent. Donc, un élève voilà, qui arrive en retard en classe, qui est irrité, ça dépend qu'est-ce qui lui est arrivé. Et l'enseignant, de la même manière, n'est pas dans son assiette ce jour-là, et hop, c'est la confrontation. Donc, grâce à la méthode d'analyse transactionnelle, ça va nous permettre justement de prendre conscience de tout ça, que voilà, la vie, il faut prendre la vie que, voilà, il faut regarder la vie d'un point de vue réaliste. Voilà. Il faut comprendre que les élèves, voilà, surtout les jeunes, vous savez que ils sont, voilà, la plupart malheureusement sont mal organisés, veillent beaucoup, veillent tard la nuit, donc ils ne dorment pas assez. Du coup, le matin, ils sont fatigués, ils arrivent en retard en classe. Voilà, il y a tout un, donc il y a tout un, on va dire, il y a tout un monde derrière tout ça. Donc donc et c'est justement l'un des principes de cette méthode d'analyse transactionnelle, c'est justement de prendre conscience que l'élève, voilà, vit dans une société, que cette société l'affecte, qu'il a à un certain âge, ils ont un certain comportement, voilà, ils ont une manière de voir le monde, et ils vivent des choses qui affectent leur façon de parler, leur façon de communiquer, leur façon de voir l'école, et ainsi de suite, et leur façon de voir l'enseignant même, ou la matière qu'il enseigne. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en conscience, en compte, pour justement réussir ces transactions en classe avec les apprenants. Ça sert à rien de se bagarrer avec un élève, voilà, quand je dis bagarrer, c'est au sens, ça n'apporte rien de bénéfice, ça va aboutir à des transactions négatives. Alors moins longtemps, car l'analyse transactionnelle permet de retrouver l'origine des idées noires, de reconstituer les séquences de transactions négatives. Enfin, elle donne l'énergie nécessaire pour s'amender si l'on a blessé l'autre, ou se réconforter si on l'a été, si on l'en a été, pardon, si on l'en est, j'arrive pas à lire ou se reconforter, oui, si l'on a été la cible d'injustes critiques. Voilà. Fait un peu sombre, j'ai du mal. Alors, donc moins longtemps, parce que tout simplement, donc elle permet de souffrir moins longtemps, car cette méthode d'analyse transactionnelle permet de retrouver l'origine des idées noires.
Et comment on trouve l'origine des idées noires? C'est en faisant ce travail sur notre véhicule, sur notre inconscience. Voilà, donc l'inconscient qui se manifeste par un certain langage, par un certain comportement chez nous et chez les autres aussi. De reconstituer les séquences de transactions négatives, donc d'essayer de comprendre comment ou pourquoi mon échange avec cet élève a justement abouti à une transaction négative. Et enfin, ça nous donne l'énergie nécessaire pour justement voilà, réfléchir, prendre de la distance, prendre un peu de recul sur ce que l'on a blessé, ou au contraire, euh, avec qui justement euh, on a réussi cette transaction ou cet échange, ou même, comme c'est écrit ici, c'est si l'on a été la cible d'injustes critiques. Donc pourquoi on m'a critiqué, pourquoi on me fait telle ou telle remarque, qu'est-ce qui cloche chez moi justement et qu'est-ce que je dois faire pour justement éviter que cette personne me fasse la même remarque. Voilà, ici c'est un peu profond parce qu'on te dit d'injuste critique. Et ça, on l'a dit la fois passée, des fois on se croit, voilà justement, on se croit justement que d'avoir bien fait les choses, d'avoir bien communiqué avec les autres, d'avoir bien fait globalement, alors que non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su transmettre ou on n'a pas su mettre en mots notre volonté ou notre intention qui était au départ ou qui est au départ, on va dire, positive. Donc, des fois, même si on a une intention, on va dire, positive, si j'exprime mal cette intention, donc l'autre va mal l'apercevoir et justement ça va aboutir à d'injustes critiques. Voilà. Donc l'analyse transactionnelle est une école de réalisme. Donc c'est une école de réalisme qui permet de gagner en bien-être lorsqu'elle est mise en œuvre. Donc si on apprend à bien mettre en œuvre cette méthode d'analyse transactionnelle, donc ça va être bénéfique pour nous, pour l'enseignant. Donc ça va nous permettre de gagner notre bien-être dans notre travail d'enseignant. Donc ça, c'est à peu près l'idée, voilà, à partir de laquelle, si on change notre comportement, notre vocabulaire, notre manière de communiquer avec les autres, automatiquement les autres vont être forcés de s'adapter à ce nouveau comportement. Et voilà, ça peut régler pas mal de problèmes d'intégration ou de communication avec les autres. Donc on va retrouver un certain équilibre dans notre milieu. J'ai lu aussi un truc. L'analyse transactionnelle, c'est une méthode de l'énergie aussi. Donc on parle beaucoup d'énergie positive et d'énergie négative. Donc quand on est chargé d'énergie négative, on va la transmettre aux autres. Et vice-versa. Si on est chargé d'énergie positive, on va justement transmettre cette positivité aux autres à travers nos échanges avec notre milieu, notre entourage. Donc c'est une méthode de l'énergie. Alors on nous explique ici. Donc on relate ici le récit. Voilà. Le récit de deux enseignants qui rejoignent leur travail. Voilà, un enseignant qui galère un peu dans sa vie.
Il y a un autre enseignant qui a une vie assez équilibrée. Voilà. Et on nous donne des exemples de leur comportement. On nous décrit leur comportement respectif avec leurs collègues et avec leurs élèves. Donc c'est monsieur X et monsieur Z. J'ai envie directement. Je pense que je vais laisser ça pour un autre live. Ouais, je pense qu'on va laisser ça pour un autre live, c'est mieux. Donc lors du prochain live, on va parler des aléas de la communication, de l'entente au conflit. On va parler justement d'énergie positive et d'énergie négative et la réserve d'énergie qu'on a. Chaque personne, chaque individu, y compris l'enseignant et l'élève, a une énergie positive et aussi une énergie négative. Donc on est chargé en énergie. Et de l'autre côté, on a une réserve d'énergie. On va parler de tout ça. Et par la suite, il y a d'autres vraiment, il y a d'autres informations, d'autres contextes, d'autres situations à partir, à partir desquelles justement on va aboutir, voilà, à des solutions, aboutir à des informations, à des conclusions, à des orientations. Donc ça renvoie toujours. Donc chaque situation renvoie un certain nombre d'informations, d'orientations, d'explications qui nous expliquent pourquoi il faut faire ceci, pourquoi il faut éviter de faire cela, quoi. Donc c'est plus qu'un manuel, c'est un guide. C'est carrément un guide pour l'enseignant. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous, justement, parce que je pense que cette analyse transactionnelle, d'ailleurs comme la psychanalyse, sont deux choses qui, mais bon, si on part du principe que en psychologie, il y a certains étudiants qui travaillent la psychanalyse en tant que tel, par exemple, voilà, en tout cas dans le domaine, on va dire, dans la psychopédagogie, elle est absente un peu. Je sais pas maintenant, c'est ce que si les nouveaux stagiaires, les nouveaux enseignants sont formés à l'analyse transactionnelle ou pas, parce que cet outil, voilà, manque voilà, moi tout au long de ma carrière, je n'ai jamais entendu un enseignant ou un inspecteur parler de cet outil ou on va dire ou de cet aspect, voilà, de cette démarche en classe, voilà, ou dans un séminaire. Donc les inspecteurs n'en parlent pas. Je pense aussi, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Est-ce que voilà, je pense que voilà, il y a beaucoup d'enseignants qui ont commencé normalement leur formation de stagiaire. Je pense qu'ils ont commencé la semaine passée. Donc si l'un, voilà, de vos formateurs vous a parlé de cette méthode d'analyse transactionnelle, vous nous le dites-le nous dans les commentaires. Mais à mon avis, je pense pas. Je pense pas que voilà qu'on en parle dans les formations des enseignants. C'est pas qu'en Algérie, hein. On fait pas ça. C'est dans la plupart. Bon, maintenant ça s'est un peu démocratisé, mais avant ça manquait vraiment. Ça veut dire on envoyait des enseignants dans des classes sans justement être formés à la méthode de l'analyse transactionnelle. Donc les enseignants, voilà, ils ne savent pas que voilà, un élève c'est pas juste, on va dire un gamin qui vient en classe. C'est un ensemble d'informations qu'il faut interpréter, voilà, pour justement
éviter de dire un mot qui va le déstabiliser ou qui va justement l'affecter en classe et automatiquement il va réagir d'une manière incontrôlée ou incontrôlable. Alors ça c'est pour le côté analyse transactionnelle. Donc si la prochaine fois vous avez un élève qui rentre en classe, donc ça sert à rien, voilà, de le gronder, de lui hurler dessus. Ça, ça ne va qu'empirer les choses. Donc vous pouvez lui poser des questions. Pourquoi tu es en retard? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, selon sa réponse, vous allez un peu après, voilà, essayer de contenir, voilà, cette énergie négative qu'il va essayer de faire ressortir et qui va automatiquement aboutir à un conflit en classe ou une confrontation en classe entre vous et ce dernier. Donc essayez déjà de commencer par tester cette technique avec, voilà, avec l'un de vos élèves qui vous pose problème en classe. Et qui sait, peut-être que ça va marcher et que ça va justement susciter chez vous cette envie de réessayer avec d'autres classes. Alors, on a encore un peu de temps. Aujourd'hui, il y a eu il y a eu la suite du concours interlycée. Donc on est passé au niveau régional. Plusieurs, plusieurs lycées qui représentent leur wilaya se sont confrontés. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'assister. Voilà. À une confrontation entre, entre le lycée de Mila et le lycée de Skida. Donc voilà, c'était une très belle expérience, un un très beau moment de partage et d'échange. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de gagnant ou de perdant forcément. L'important c'est de justement, l'important c'est l'expérience, c'est l'expérience vécue, le partage. C'est c'est ça le plus important. Et surtout, voilà, essayer d'apprendre de ses erreurs pour s'améliorer dans le futur, dans le futur. Donc on apprend toujours de nouvelles choses. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire vu que j'ai envie de rester un peu. On va essayer, voilà, comme j'ai l'habitude de faire. On va essayer d'aller voir, lire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et notamment sur Facebook. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'il se dit à propos de l'enseignement de manière globale et plus particulièrement de l'enseignement du français. Donc, si l'analyse transactionnelle vous intéresse, dites-le moi en commentaire pour que justement j'essaie justement d'en parler encore, encore plus.
Alors, il y a un enseignant qui a posé une question pour les points concernant les points de langue du plaidoyer et le réquisitoire. Ce sont les mêmes pour toutes les filières? Genre, est-ce que je peux préparer une seule fiche pour toutes les filières? Normalement, c'est la même chose. Ou en tout cas, d'habitude, on travaille les mêmes points de langue pour tout le, pour toute, pour l'ensemble des filières. Maintenant, ce qui change vraiment, c'est, euh, c'est le barème en fait. Donc toutes les filières n'ont pas le même barème dans, dans les examens. Donc c'est à peu près c'est la seule chose. Et rajouter à cela le compte rendu critique pour les classes de langue et le compte rendu objectif pour les autres filières, à savoir littéraire et les filières communes. Alors, il y a quelqu'un qui a corrigé le post anonyme. On dit étudier les points de langue du plaidoyer et du réquisitoire ou étude des points de langue dans le plaidoyer et le réquisitoire. Règle la conjonction plutôt, de coordination et ne peut relier que des éléments de même nature grammaticale. Bon, ici, il y a quelqu'un qui lui a fait une leçon de grammaire et d'orthographe. Je pense qu'un enseignant, quand il débute son métier, voilà, d'enseignant, et qu'il remarque qu'il a, je sais pas moi, des problèmes d'écriture ou des problèmes au niveau de l'orthographe, de la grammaire et tout, bah ça serait bien de commencer par faire ce travail justement de remise en question. Donc ce travail sur soi pour essayer un peu de voilà de régler tout ce qui est problème de voilà ces problèmes linguistiques pour régler ces problèmes linguistiques. Sinon ça va aboutir à des problèmes hein, dans le futur, surtout si vous avez un CAPES à préparer. Donc essayez vraiment de résoudre ou de remédier à vos lacunes. Hein. On va dire à vos lacunes linguistiques. Donc si jamais l'inspecteur ou l'inspectrice débarque dans votre classe et remarque que vous faites beaucoup d'erreurs, soit sur le tableau, soit quand vous parlez en classe, ah bah là c'est un peu... ce sera carton rouge pour vous. Hein. Donc je pense que la plupart des enseignants qui arrivent en classe, je parle pas que des enseignants de la langue française, je parle pour tous les... je parle de la plupart des enseignants qui arrivent justement en classe ou qui commencent à enseigner, automatiquement ils vont faire plusieurs problèmes de divers ordres. Voilà, que ce soit des problèmes au niveau du savoir qu'ils transmettent aux apprenants, au savoir-faire, au savoir-être. Donc tous ces types de savoirs voilà, doivent être remis en question, voilà, pour essayer d'en chercher, voilà, les aspects qui nous posent problème, chercher les problèmes dans chaque type de savoir et essayer de le régler justement comme ça. Vous n'allez pas perdre la face devant l'inspecteur ou devant vos élèves ou devant un parent. Des fois, il y a des parents d'élèves qui sont des enseignants. Si jamais vous faites des erreurs sur le tableau et que, je sais pas moi, toute la classe va reprendre la même erreur,
il y a des parents qui vont vérifier, qui vont checker les cahiers des élèves et ils vont remarquer voilà, que l'ensemble ou plusieurs élèves ont fait la même erreur et ils vont aboutir à la conclusion que c'est l'enseignant qui écrit mal au tableau. C'est déjà arrivé, hein. Donc ici, ça sera un peu problématique pour vous. Je suis un peu fatigué. Je suis debout de... Je suis debout depuis 9 heures du mat. Jusqu'à justement. Alors j'ai besoin d'un support inédit pour mon KPS séquence concession et réfutation. Et un autre pour le réquisitoire s'il vous plaît. Euh, pour... Je pense pour trouver des... pour trouver des supports inédits, surtout dans le contexte algérien, c'est un peu délicat, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débats en Algérie qui se font, donc du coup c'est un peu problématique. Les réfutations. Donc un support inédit pour la concession, la réfutation et le réquisitoire. Il y a un texte sur le bournous. Le bournous, l'habit traditionnel algérien. Donc, si vous voulez, sur le sujet de la culture algérienne ou des traditions algériennes qu'il faut faire revivre ou renaître. Parce que dans notre culture algérienne, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple la cuisine, l'habillement, et ainsi de suite. Donc, certains habillements, comme le bournous, sont en train de disparaître. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'acteurs sociaux qui justement travaillent au fond des campagnes de sensibilisation pour justement faire renaître des traditions algériennes qui sont un peu, qui sont en train de s'éteindre un peu, surtout dans notre époque actuelle. Mm, mm, mm. On va voir dans d'autres groupes.
Voilà. Euh, où en étais-je? Alors, le compte rendu. Pour le compte rendu, il n'y a pas vraiment forcément quelque chose à apprendre par cœur. Ça marche pas comme ça. Si vous décidez, si vous êtes un élève et que vous décidez d'apprendre, ou même si vous êtes un enseignant, et vous décidez justement de faire apprendre à vos apprenants que un compte rendu, voilà, où sa structure, où, voilà, la manière de l'écrire s'apprend par cœur, c'est ce que vous avez totalement tort. Pourquoi? Parce que vous allez, si on prend en compte, on va dire, toutes, on va dire, les variations dans la manière d'écrire justement un compte rendu, ça sera énorme pour l'élève. Donc l'élève ne pourra pas apprendre par cœur tous les différents modèles de compte rendu. Voilà, selon, voilà, par exemple, selon l'auteur, est-ce qu'il est témoin ou non dans le texte d'histoire et ainsi de suite. Donc ça sera vraiment énorme. Ça va représenter une quantité d'informations à apprendre par cœur énorme pour vos élèves et du coup ça va les bloquer. Le plus intéressant, ça serait de leur faire comprendre, voilà, que selon le texte, voilà les mots ou le vocabulaire que vous devez employer. Par exemple, ici, si on prend un compte rendu, par exemple, d'un texte d'histoire dans lequel l'auteur, voilà, il rapporte des témoignages. Donc, vous avez ici un verbe important qui est rapporter. Donc, si l'élève va apprendre, par exemple, l'introduction d'un compte rendu modèle qui dit que justement l'auteur relate des événements, bah ça sera faux. Parce que l'auteur, dans ce cas-là, ne raconte pas des événements. Il rapporte des paroles d'un témoin ou de plusieurs témoins. Donc, ça sera pas forcément. Donc, voilà, c'est la même chose. Modèle numéro un, numéro 5. 5 modèles à apprendre. C'est déjà énorme. Euh, 5. Ouais. Donc, ça sert à rien de se casser la tête à apprendre, je sais pas moi, combien de modèles de compte rendu pour qu'à la fin. Et on le voit, hein. On le voit sur les feuilles, sur les feuilles de réponse de nos apprenants que voilà, l'auteur dans son texte, je sais pas, il a l'intention de faire quelque chose de bien précis. Voilà, l'élève dans son compte rendu, voilà, va mettre tout et n'importe quoi. Donc va dire des trucs qui ne sont pas en adéquation avec ce que l'auteur fait dans son texte. Savoir relater, rapporter un témoignage, défendre un point de vue, réfuter un point de vue. Donc c'est compliqué pour eux d'apprendre tout ça. Donc le mieux, ça serait de leur faire comprendre ou de leur faire apprendre un certain nombre de vocabulaire, c'est tout, qu'ils vont essayer d'employer dans leur compte rendu. Hum, hum, hum. Oui, on va voir un autre. On va essayer de chercher une autre question, un autre problème soulevé dans les réseaux sociaux.
Alors, vu que c'est les vacances, y a pas grand-chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des questions, voilà, elles sont intéressantes, mais je pense que c'est pas le bon moment d'en parler, vu que justement, on n'a pas encore repris le travail. Donc ça serait bien de faire des lives une fois, voilà, pour traiter ces questions une fois qu'on aura repris les bons de l'école. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a un groupe, voilà, j'ai oublié le nom, qui est très actif. Voilà, c'est le même sujet qui revient encore et encore. Donc je pense que voilà, on va juste se contenter de ça pour ce soir. Et on, on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'argumentation. C'est un sujet qui me tient à cœur, surtout que le second trimestre, justement, s'approche. Donc le second trimestre de l'année 2025-2026, bah là il s'approche, donc il reste pas beaucoup. On est le mardi aujourd'hui, donc dans quelques jours, on va entamer le second trimestre et ça sera pour moi l'occasion de vous parler de l'argumentation, de partager avec vous ma vision des choses, d'essayer de mettre au clair. J'ai fait malheureusement la fois passée, j'ai fait un live sur le vocabulaire argumentatif. Malheureusement, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai pas pu enregistrer la vidéo. Je pense que je vais refaire une vidéo sur le vocabulaire technique de l'argumentation. Ensuite, voilà, partir sur une analyse de texte et surtout, voilà, comment résumer et faire un compte rendu d'un texte argumentatif. C'est pas évident d'avoir comme ça des fenêtres pour faire des lives, mais bon, de temps en temps, voilà, quand j'ai le temps et la force et l'énergie de faire des lives, je le fais. Sur ce, mes amis, j'espère que voilà, ce petit travail, ce modeste travail sur l'analyse transactionnelle vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye.